Salam alaikum Zoul, bonsoir. 17 octobre 1961, une journée historique, à plus d'un titre. La mémoire vive, à jamais éternelle d'une résistance, d'hommes et de femmes désarmés contre l'une des plus grandes puissances coloniales de l'histoire, à Paris même, en pleine guerre de libération algérienne. Mais cette date a marqué aussi en lettres de sang l'inhumanité d'un système qui a broyé des générations entières d'opprimés. D'abord parce qu'elle rappelle ce que fut la résistance du peuple algérien au colonialisme français, jusque dans sa capitale, Paris. Le 17 octobre à Paris et les jours suivants ont été un déchaînement de barbarie d'un État qui se disait celui de la civilisation des droits de l'homme. Une barbarie contre des travailleurs qui avaient été installés en France, mal payés, traités de façon infrahumaine, logés comme des bêtes dans des dortoirs infâmes, exploités comme des esclaves, rémunérés en dessous de tous les minima sociaux et pour cause, puisqu'ils n'étaient ni des travailleurs immigrés, ni encore moins des citoyens, mais des sujets, les sujets de la République des droits de l'homme. Les hommes et les femmes qui ont répondu à l'appel de la révolution algérienne de manifester pacifiquement dans les rues de Paris étaient venus des quatre coins de la France, mais aussi et surtout de tous les bidonvilles qui étaient autour de Paris. Ils s'étaient mis sur leur 31. Nombreux parmi eux se sont fait accompagner de leurs familles, femmes et enfants. Et ils défilaient dans le calme sans même lancer de slogan, les mains bien en vue pour montrer qu'ils manifestaient sans violence et que leur seule revendication était la liberté pour leur patrie enchaînée. La répression fut terrible. Elle fut confiée à Maurice Papon, préfet de police de sinistre mémoire, qui fut condamné bien plus tard, en 1998, faut-il le rappeler, pour complicité de crimes contre l'humanité, pour avoir contribué à l'organisation de la déportation vers les camps de la mort des Juifs pendant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Bien se rappeler que s'il fut condamné pour les crimes contre l'humanité commis contre les Juifs, il ne fut jamais inquiété de la moindre petite façon, serait-elle symbolique pour les crimes atroces qu'il avait commis contre les Algériens qui avaient manifesté contre le colonialisme en octobre 1961. Et bien comprendre qu'en aucun cas, il n'y a ici de compétition victimaire, comme on dit, puisque ces crimes contre l'humanité sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui, et pour lequel ni repentance ne fut officiellement exprimée, ni justice rendue, ni demande de pardon exprimée. Et pour cause, les victimes algériennes n'étaient que des indigènes de la République française, de la main-d'œuvre servile et bon marché, le ghetto dans toute son atroce réalité, dont on fait suer le burnous ou qu'on noie dans la Seine, selon l'humeur du jour. Aujourd'hui. France 24, France. Macron appelait à reconnaître la responsabilité de l'État dans le massacre du 17 octobre 1961 par Assia Hamza. HuffPost Maghreb.
le 17 octobre 1961, une répression planifiée selon des notes du porte-parole de Gaulle, par Mehdi Alioui. La Croix, répression sanglante du 17 octobre 1961, les associations attendent une parole présidentielle, par Béatrice Bougniol. 17 octobre 1961, 56 ans après, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, Sadr Sellem, écrivain et historien, ici avec moi. Merci Sadr d'être avec nous. Bonsoir. Et nous allons être rejoints par Ahsen Zahraoui, sociologue. Sadr Sellem. Donc voilà, il y a 56 ans a eu lieu ce carnage. Certains disent un crime d'État contre des manifestants algériens venus manifester pacifiquement. Alors, d'abord, pourquoi le FLN avait-il appelé à manifester en cette journée et les jours d'après? Parce que la préfecture de police a imposé un couvre-feu uniquement pour les Algériens. Un couvre-feu discriminatoire tel qu'il a été qualifié. Et bon, dans la réalité, ils étaient des indigènes, comme ça a été dit, mais c'était des Français. Donc, l'idée même d'imposer un couvre-feu en fonction du faciès, ça, c'est quelque chose qui pose un problème au droit. On avait dit algérien ou maghrébin? Nord-africain, on avait dit. Nord-africain, mais c'était surtout... Non, quand il y a eu la répression, il voyait quelqu'un de basané, il dit « je suis de Marrakech », il le libère. Il ne touchait que les Algériens. Oui. Bon, mais il faut... bon, on est en octobre 61, il faut examiner le contexte. Le contexte, c'était celui de l'ouverture des négociations. D'abord à Évian, le 20 mai 61, avec une interruption, puis reprise à Lugrin le 20 juillet, et puis interruption à cause des accords sur le Sahara. Oui. Alors, le général de Gaulle a vu que la délégation algérienne n'était pas prête à un compromis sur le Sahara. Il a lâché du lest en septembre, dans un discours où il dit « la France ne tient pas à garder le Sahara ». En substance. Donc, à partir de là, tout le monde savait qu'on allait vers un accord. Du moins vers le cessez-le-feu. Oui, parce que les points qui étaient à l'origine du blocage n'existaient plus. Oui. Donc cette répression, elle est d'autant plus étonnante que chacun s'attendait... Justement, pourquoi alors avoir appelé à une manifestation alors que tout semblait aller vers le cessez-le-feu puis vers l'indépendance? Est-ce que ce n'est pas un coup pour rien, des victimes inutiles? Haroun, qui parle beaucoup pour justifier le putsch de janvier 92, il faut lui poser la question. Il était planqué en Allemagne, oui. Et puis ils ordonnent de là-bas une manifestation. Lui a été l'un de ceux qui ont lancé cet appel à manifester. Oui, toute la direction était en Allemagne. C'est les soufis. La Fédération de France. Oui. Mais malgré ça, l'organisation était très puissante. C'est ce qui a permis à Sartre de dire le FLN, le parti de gauche le mieux organisé de France. Et c'était vrai. Oui. Et il a fallu un mot d'ordre pour que tout le monde réponde à l'appel. On a estimé à peu près entre 40 000 et 50 000 manifestants, Paris intramuros et proche banlieue. Ce qui était... Avant d'y arriver, juste Mélenchon n'est pas capable de réunir autant de monde aujourd'hui. Oui. Alors, juste une précision pour beaucoup de nos compatriotes qui ne le savent pas. Est-il vrai que la communauté algérienne de France de l'époque était le principal nerf de la guerre, ça veut dire le principal financier de la révolution algérienne? Non, c'était un des... Mais les pays arabes, le pays arabe qui payait le plus, c'est l'Irak. Plus que la communauté algérienne en France? Oui. Plus que le... Oui, oui. D'accord. Non. Ben, la communauté, bien sûr, elle a participé, mais c'est un des... non, la révolution algérienne ne manquait pas d'argent, n'a jamais manqué d'argent. Justement, moi j'ai toujours entendu dire que c'était la communauté algérienne en France qui était le principal pourvoyeur des fonds de la Révolution française, notamment à travers le fameux réseau Janssen, qui est mort il y a quelques jours, rappelons-le, dans l'anonymat le plus total. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose, même si ce n'est pas l'ordre du jour, ce n'est pas le sujet, mais nous y reviendrons dans une émission. Janssen mérite une carte d'ancien moudjahid, hein, même s'il n'est pas de nationalité algérienne. C'est un homme C'était le chef du réseau Janssen qui a acheminé
l'argent vers la Suisse pour... Il était inévitable que ce soit lui le chef, parce que lui, il s'est intéressé à l'Algérie à partir de 50-51. Il est parti voir chercher même les membres de l'OS. Il a vu les centralistes, il a vu tout le monde pour bien comprendre la nature du problème. C'était le chef du réseau des porteurs de valises. Oui, mais Nous y après, reviendrons. non, il a écrit l'Algérie, pays hors la loi, en 1955. Oui. Et c'est ce livre qui a fait changer le rapport de force. Tous les anticolonialistes français étaient pro-messalistes. Et c'est ce livre qui les a amenés à soutenir le FLN. Et dire que ce monsieur est quasiment inconnu de peut-être 99% des Algériens. Non, l'Algérie l'a toujours honoré, invité. Boumedienne l'a invité à l'époque. Alors ces derniers temps, bon... Peut-être un peu officiellement, mais sinon, il est quasiment inconnu. Et pas que lui. Il n'y a pas longtemps, un autre résistant Yves Bonneton, aussi, oui. dont une petite rue à Oran porte le nom, qui a failli être débaptisé. Oui. Ouais. Non, et puis il y avait le Parti communiste était vraiment hégémonique à l'époque, mais le Parti communiste, il a voté les pouvoirs spéciaux, il était... oui. Mais ce sont des sympathisants communistes, voire des militants communistes. À titre individuel, souvent, qui ont créé un mouvement très puissant. C'est très schizophrénique comme... Celui des porteurs de valises, là, dont le procès a eu lieu en septembre 60. Alors, pour revenir au 17 octobre 61, qui étaient ces manifestants? Est-ce que c'était seulement dans la région parisienne? Je vous rappelle qu'il devait y avoir, on m'a dit, une trentaine de ghettos, de bidonvilles tout autour de Paris, dont 4 ou 5 principaux. Et est-ce que c'était seulement la communauté qui vivait à Paris et autour de Paris, dans des bidonvilles? Il y en a la plupart vivaient dans les meublés, dans les hôtels, parce que c'était ce que Zahraoui, l'homme seul, appelait l'homme seul avant la famille immigrée. Mais le plus grand bidonville, c'était à Nanterre. Et puis il y avait des endroits pratiquement insalubres, à Puteaux, à Colombes, dans l'actuel 93. Comme on dit, fait de boue et de planches. Voilà. Mais c'est des gens qui répondaient à l'appel. C'était des gens vraiment en voie d'intégration, comme on dit maintenant. Oui. Mais ils ont répondu à l'appel pour l'Algérie. Et donc, l'idée même de manifester contre un couvre-feu à caractère raciste, alors qu'on leur disait qu'ils étaient des Français. Pourquoi l'armée, 1 million d'hommes combattait en Algérie pour leur dire « vous devez rester Français ». Alors, comment imposer une discrimination en fonction du faciès, du prénom, etc. C'est contraire. Tout à l'heure, il était question du pays des droits de l'homme. C'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Oui. C'était encore à l'état déclaratif, pas dans les faits. Mais il reste que le prétexte a été fourni à Papon et à Roger Frey par une série d'assassinats de policiers à partir de septembre. Oui. C'est ça qui a décidé le couvre-feu. C'est ça. Il faut poser la question à Haroun. Pourquoi, au moment où on s'acheminait vers le cessez-le-feu, pourquoi faire assassiner des policiers? Oui, mais là, moi, je ne vais pas ouvrir de polémique, mais il y avait des gens qui voulaient être des héros de la 11e heure, et qui se sont mis à flinguer les policiers, alors qu'ils étaient dans la neutralité, l'expectative. Ils considéraient qu'il valait mieux être du côté des vainqueurs. Bon, c'est un peu comme le 19 mars au pays. C'était des martiens un peu... Les héros de la 25e heure, ou de ceux qui ont assassiné des dizaines de milliers de Harkis après l'indépendance. L'idée d'assassiner les policiers à l'époque était contre-productive parce que la délégation algérienne à Lugrin et aux autres rencontres a synthétisé tout l'héroïsme du peuple français qui a amené De Gaulle à lâcher du lest. Donc on n'avait pas besoin de se lancer dans des attentats. Voilà. Et donc il y a eu des assassinats de policiers, dans du terrorisme urbain, ou du moins ainsi que l'avait qualifié la police française. Après cela, donc, ils décident de ce couvre-feu uniquement pour les populations nord-africaines. Après, il y a eu cet appel à manifestation. Est-ce que c'était seulement pour Paris ou est-ce qu'il y a eu des manifestations dans les autres villes de France? C'était essentiellement à Paris. En tout cas, la répression a eu lieu à Paris et les villes environnantes. Mais c'est surtout à Paris. On a moi, j'ai ici un article qui décrit la chronologie. On a les premiers des manifestants qui venaient de Nanterre et de Puteaux.
Et au moment où il traversait le pont de Neuilly, il y avait les harkis, ce qu'on appelait les calots bleus, amenés par Papon. D'Algérie. Oui. Oui, il y avait... En cette circonstance seulement? Non, ils étaient déjà là. Ah, ils étaient déjà là, pour lutter contre le... Parce que Papon avait été préfet de Constantine 2 fois. Oui, en 58. Il était déjà en 53, il a été 2 fois. Oui, ah d'accord, puis en 58. 53, 56, 58, il a quitté. Il a quitté pour venir à Paris, et pour devenir préfet de police. Préfet de police. D'accord. Et il a amené, il a vu l'efficacité des harkis dans la répression. Lui, il a eu ces harkis venus de là-bas, et quelques-uns recrutés ici. Ce qu'on appelait les calots bleus. La première rafale qui a tué un adolescent de 14-15 ans a été tirée par un harki sur le pont de Neuilly, pour empêcher cette foule qui venait de Puteaux et de Nanterre. Alors ensuite, il y a eu les manifestations qui descendaient du boulevard Saint-Michel vers la Seine. Et puis après, il y avait les grands... il y avait vers l'Étoile aussi. Mais comme la police était au courant, eux, ils venaient par le métro. Et la police les attendait à la sortie du métro et commençait à les refouler vers des impasses pour se mettre à les arrêter. Or, eux, moi j'ai rencontré des anciens qui ont participé, ils m'ont dit, il nous était interdit de prendre les armes. Ils ont dit, c'est une manifestation pacifique et silencieuse, pas de banderole, pas de mot d'ordre. Pourquoi on les voyait mettre les mains comme ça? C'était pour montrer qu'ils n'avaient pas d'armes? Oui. D'accord. Ils n'avaient pas d'armes. L'autre m'a dit, moi j'ai pris un couteau quand même. Le couteau, ce n'était pas considéré comme une arme. Et il m'a dit, moi je n'ai échappé que parce que je sais nager. Ils l'ont jeté à la Seine. Et il a traversé la Seine et comme il y avait l'obscurité, il s'est échappé. Mais... Est-il vrai que quand ils étaient arrêtés, ils étaient transportés dans des bus pour être emmenés dans des endroits de concentration et qu'à la sortie des bus, il y avait ce qu'on appelait les ratonnades, ça veut dire une double haie de policiers qui les attendaient avec les matraques, pour les bastonner. Il y a eu, parce que la police était raciste et elle était déjà infiltrée par l'OS, comme celle du 12e arrondissement ou 11e arrondissement, le 8 février 62 à Charonne. C'était le commissariat le plus infiltré par l'OS qui a décidé le carnage. Nous viendrons tout à l'heure à Charonne parce qu'il y a une liaison à faire avec le carnage de Charonne, justement, mais qui n'avait ciblé que des populations françaises. Ah, c'était françaises blanches, les communistes. Des communistes, des CGTistes. Ouais, qui criaient assassin, AOAS, assassin. Paix en Algérie. Paix en Algérie, ouais, mais nous y viendrons tout à l'heure. Ils étaient dans les alliés objectifs de De Gaulle. Oui. Mais une décision locale a amené la répression qui a fait 8 ou 9 morts. Alors, avant d'arriver à la personnalité de Maurice Papon, comment cette manifestation a-t-elle dégénéré et comment ces policiers en sont-ils arrivés donc à torturer les gens dans les commissariats, à les exécuter dans les commissariats, à les exécuter dans la rue et à les jeter dans la Seine, par paquet entier de militants? Je pense que la hiérarchie policière à l'époque voulait donner une leçon. Ils étaient conscients qu'on allait vers le cessez-le-feu, mais ils voulaient montrer qu'ils étaient encore forts, qu'on ne leur a pas imposé militairement. Il y avait ce raisonnement chez les partisans de l'Algérie française. Et Papon était sur cette ligne-là aussi. Il a été béni par Roger Frey qui a dit « je le referai si j'avais à le refaire ». Et puis Michel Debré, puis De Gaulle. Bon, De Gaulle était sans doute le premier étonné parce que De Gaulle a lâché du lest plusieurs fois, il envoyait des émissaires, mais il n'était pas homme à désavouer ses subordonnés à partir du moment où ils ont commis un forfait. Et puis, ça a été aidé par la dissimulation de la réalité de la répression. On a déclaré 2 morts et une soixantaine de blessés. 2 morts au début, ils ont déclaré, jusqu'à ce que la Seine commence à rendre les cadavres. Et c'est à ce moment-là que les gens ont découvert l'ampleur du carnage. Oui, rien que en aval de la Seine, là, vers Mantes-la-Jolie, on a recueilli à peu près une trentaine de corps avant la fin du mois. Donc, les gens se sont aperçus que le chiffre de la préfecture est faux.
Nous venons d'être rejoints par Hassan Zahraoui. Merci d'être avec nous. Merci et toutes mes excuses pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Transport. Ouais, les transports, il y a eu un malentendu sur le lieu, c'est pas grave. Vous avez été, on nous a attendu à Saint-Michel, oui, moi je voulais me recueillir. Voilà, c'était peut-être l'origine un peu du retard. Je voulais me recueillir, je suis allé. Il y avait moins de monde que les autres années, mais bon, il y avait quand même du monde. Comment ça s'est passé? Je ne suis pas resté parce que je voulais juste m'incliner, faire. Oui, bien sûr. Bien sûr. On nous a dit qu'il y a eu des dépôts de gerbes, de fleurs. Voilà, je suis allé comme ça pour me recueillir et je suis resté 5 minutes parce que moi, il fallait que je rejoigne la place du Châtelet. Et après, bon, j'ai attendu. Et à la place du Châtelet, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, c'est parce que c'est là qu'on m'a dit. Le lieu de rendez-vous. Mais sinon, est-ce qu'il y a eu aussi des Français, oui, comme on dit, des Français blancs qui sont venus manifester? Bien sûr. Mais très bien. Ce qu'il faut souligner, c'est quand même, là, ils sont venus manifester, même à l'époque du 17 octobre 61, oui. Il y avait des Français qui désapprouvaient, parce qu'il ne faut pas non plus voir tout en noir ou tout en blanc. Mais ce qu'il y est certain, c'est que l'opinion à ce moment-là, les gens passaient devant des Algériens qui se faisaient tabasser, qui se faisaient vraiment massacrer, oui. De façon indifférente. D'ailleurs, Témoignage chrétien, l'hebdomadaire, avait titré les Tartuffes. Tous ceux qui donc ils étaient, c'est ce qui était scandaleux, cette indifférence devant des personnes qui sont venues simplement réclamer leur liberté, les mains nues. Est-ce que le FLN avait raison de les envoyer les mains nues? Je ne sais pas. On en parlait un instant, justement. C'est une question, parce oui, que Mohamed Sadak, l'un des chefs importants pour l'action directe, lui, il était très direct. Il voulait que les manifestants soient armés. L'hypothèse demeure, s'ils étaient armés, ça aurait peut-être été encore plus tragique. Non, mais pourquoi les avoir emmenés manifester à ce moment-là, puisque tout était acquis? Absolument. Le cessez-le-feu est arrivé, l'indépendance était presque moi, je pense que non, parce que il y a eu les manifestations de décembre 1960, de juillet 61, mais à ce moment-là, depuis quelque temps déjà, le FLN, la Fédération de France, avait dit il faut arrêter d'attaquer les commissariats, il faut attaquer à partir de 60, à partir de juin 60. Mais là, vous apprenez que les policiers étaient attaqués dans les rues. Au niveau stratégique, il était important pour la Fédération de France de retourner l'opinion. Parce que quand ils faisaient des attentats, donc ils attaquaient les commissariats et la police était sur les dents, ce qui est d'une certaine façon, pas légitime, mais en tout cas compréhensible, que le jour disons, du 17 octobre, c'est une autre histoire. Mais ils étaient aussi, ils étaient mitraillés, donc il y avait l'opinion publique, du coup, qui était de plus en plus pour la paix en Algérie. Par lassitude ou par sympathie? Oui, mais par lassitude, pour certains par sympathie, par d'autres comme par lassitude. Oui. Comme vous parlez à un sociologue, oui. Il n'y a jamais... l'opinion, c'est quelque chose qui est diverse. Oui. Donc, mais je ne pense pas que... il y a eu une sympathie quand même à un moment donné pour tous ceux qui comprennent, qui comprenaient la lutte du peuple algérien. Les communistes surtout. Oui, les gens de gauche. Oui, les gens de gauche, mais pas toute la gauche. Mitterrand, par exemple... Oui, pendant longtemps, il est resté, mais bon, à la fin Mitterrand n'était pas encore à gauche. Il n'était pas à gauche à ce moment-là. Non. Mais donc, je pense que c'était important pour le FLN de retourner l'opinion. Et effectivement, ce qui est incroyable, c'est les commentaires des journalistes qui se sont laissés avoir. Ils n'ont pas cru qu'il y a eu des morts, des jetés à la Seine, un véritable massacre, qu'on les amenait, par exemple, à la place de la préfecture, on les passait à tabac, mais de façon ignoble. Les ratonnades. Oui, bien sûr, les ratonnades qui viennent du mot raton, donc on ratonne, et c'est du ratonnade. Et après, ils les mettaient dans les cars, et ils ne revenaient plus, bien sûr, on ne savait pas pourquoi, les témoins de l'époque. Quelle était la perception de la société française à l'endroit des indigènes algériens, puisqu'il faut les appeler comme ça? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des sous-hommes?
Ben, ce n'est pas comme des sous-hommes, c'était des étrangers étranges déjà. Et puis le colonisé, bien sûr, c'est un homme disqualifié. Le colonisé est disqualifié. Et moi, je dis que quand l'immigré est venu renforcer l'image du colonisé, tel que le colonisateur, l'imaginaire colonial l'avait fabriqué. C'est un homme sans qualité, sans profession, enfin, un homme qui ne compte pas. Voilà, donc ça c'était terrible. Toutes les opinions, tous les sondages d'opinion ont montré que, par exemple, les Nord-Africains étaient toujours les derniers classés dans l'échelle de sympathie. On a pris ça des sociologues américains, psychosociologues américains. On donnait une liste de nationalités. On leur disait, mais alors, quelles sont les nationalités que vous préférez le plus? En 1951, je crois que je l'avais dit ici sur El Mararibia, en 1951, les Allemands étaient en avant-dernier dans l'échelle de sympathie. Pourquoi? On venait sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, ils étaient seconds dans l'échelle de sympathie, mais le Nord-Africain toujours en dernier. Après tout le monde. Ah oui, après tout le monde. Les Nord-Africains toujours en dernier, en 71, 51, d'autres, plusieurs fois les sondages, et même aujourd'hui, vous pouvez faire tous les sondages que vous voulez, vous verrez que les Nord-Africains sont les moins considérés. Il y a ce passé colonial qui pèse encore très lourd dans les rapports. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire que tous les Français voyaient il y avait des résistants quand même en France, il y avait les familles des résistants, et il y avait aussi les gens qui avaient des convictions, des idéaux, sinon on ne serait pas dans ce pays. C'est quand même le pays des droits de l'homme, mais c'est comme qu'au pays des droits de l'homme. Pays de la déclaration des droits de l'homme. Oui, de la déclaration des droits de l'homme. Oui, mais bon. C'est Badinter qui vient de le redire. Oui, non, mais de la déclaration des droits de l'homme, bon, ça et du reste citoyen, déclaratif. qu'on soit arrivé au pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce n'est pas peu. Article 2 de la Constitution de 58, la France considère comme égaux tous ces citoyens, quelles que soient leurs origines et quelle que soit leur religion. Voilà qu'on discrimine, parce que les mesures qu'a prises Papon sous caution, évidemment, puisqu'il y a eu un conseil interministériel. Donc il y avait le Premier ministre, il y avait le garde des Sceaux, il y avait le ministre de l'Intérieur. Couvre-feu discriminatoire. Oui, voilà, c'est très discriminatoire. Et ce qui est plus grave encore, non seulement les Algériens ne pouvaient pas circuler de 8h30 de 20h30 jusqu'à 5h30 du matin, mais en plus de cela, les voitures conduites par des Français musulmans algériens devaient être arrêtées de jour comme de nuit, conduites à la police. Il faut que le commissaire se prononce, sinon elles vont directement à la fourrière, tant que le commissaire ne s'est pas prononcé. Le nombre de morts, Sadr Sellam, de victimes d'une façon générale, morts, blessés, au début, vous venez de le dire à l'instant, il n'avait reconnu que 2 morts. Oui. Puis la scène a commencé à rendre les cadavres. On savait que le communiqué était faux. À partir du moment où on a vu quelques dizaines de corps du côté de Mantes-la-Jolie rejetés par la Seine vers la fin du mois d'octobre. Donc, quand il y a un crime d'État, c'est toujours accompagné d'un mensonge d'État. Or, le mensonge d'État n'a pas été dénoncé par les historiens positivistes, qui, eux, vont dans les centres d'archives, ils trouvent manifestation 17 octobre dans le catalogue. On est toujours enthousiaste quand on vous livre le carton. Vous trouvez une collection de journaux de l'aurore jusqu'à l'humanité qui reprend le communiqué de Papon. Donc les historiens, l'extrême droite et l'humanité, tout le monde a reproduit le communiqué de Papon. Bon. Ça veut dire le chiffre déclaré par Papon. Et c'est ce qui a découragé les historiens. Ce n'est pas un historien qui a révélé le nombre de morts, c'est un éducateur qui n'avait même pas le bac. Mais grâce à la mémoire des familles immigrées, parce que c'était des jeunes. Comment il s'appelle, ce monsieur? C'est Jean-Luc Einaudi qui est mort il y a quelques années. Et c'est un cas où la mémoire vole au secours de l'histoire. Alors que les historiens se méfient de la mémoire. Alors, par une enquête très patiente qu'il a menée, il interrogeait les uns et les autres. Lui, il va jusqu'à 300 morts. Mais on a des témoignages de veuves de disparus, de femmes de disparus, parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient morts ou pas, qui n'ont obtenu le statut de femmes de disparus que vers 1968 ou 9, et on leur donnait l'adresse de maître Mourad Ousdir, qui était au boulevard Saint-Germain. Or, il y en a une qui est venue, elle s'est mise à pleurer, et Mourad Ousdir lui a dit « Mais vous êtes 400
dans cette situation, madame? Est-ce que il a prononcé ce chiffre. Il a dit, parce que lui, il a recueilli oui. les témoignages des femmes de disparues qui voulaient en savoir plus. Est-ce que c'est par exaspération qu'il a... Mais en tout cas, il parle de centaines. Et l'estimation de Enoudi, bon, c'est à partir d'échantillons, mais... 300, selon Enoudi. Enoudi va jusqu'à 300. Et les blessés, Ah, les blessés, c'est... Les milliers. Oui. Et puis les expulsés, ceux qui étaient considérés comme meneurs. Il y a eu de véritables déportations. C'est le mot qui a été... On les a mis dans les avions vers leur douar d'origine. Voilà, vers leur douar d'origine. Ils se comptent, ils sont très nombreux. Ils se comptent pas. Parce qu'on les a parqués au stade Coubertin, à Vincennes. Et puis après, on s'est mis à trier pendant la nuit. Les tris, là, c'était les coups de pied, les coups de matraque. Je pense que la police a été au-delà de ce que le gouvernement lui a demandé, parce qu'elle était raciste en partie. Et infiltrée aussi par l'OAS. Parce que les gens qui étaient recrutés dans la police après avoir été paras en Algérie, ils accusaient déjà De Gaulle de capituler alors qu'il se glorifiait d'avoir gagné la guerre. Alors, si la guerre était gagnée, pourquoi il y avait 1 million d'hommes jusqu'en 62 ? C'est irrationnel comme raisonnement. Et donc ces types-là, ils ont exploité le racisme qui était chez le policier, qui ont été au-delà de ce que le gouvernement leur demandait comme répression. On disait à l'époque qu'il y avait un bouillon de culture raciste dans les services de police. Oui, oui. Est-ce que... Moi, j'ai vu des photos, il y avait des femmes, des enfants qui accompagnaient les manifestants. Alors qu'on dit souvent que la plupart des émigrés de l'époque vivaient en célibataire, hein, dans des meublés, dans des garnis et surtout dans des bidonvilles, faits de boue et de planches, comme on dit. Oui. Mais ces familles qui accompagnaient les manifestants, qui étaient-ils? Qui étaient-elles? Écoutez, ces familles, c'était simplement des familles des épouses de travailleurs algériens, de leurs enfants qui les accompagnaient. En fait, le regroupement familial s'est fait petit à petit. Pendant la guerre, il y a eu pas mal de familles de femmes qui sont venues rejoindre leur époux parce qu'ils ne pouvaient pas. Il faut le savoir, il faut le redire encore sur El Maghribiya. Depuis 1956, il fallait avoir un visa pour retourner en Algérie. Et d'ailleurs, pour retourner en Algérie? Oui, pour un Algérien, il fallait obtenir l'autorisation des autorités françaises. C'était un territoire de guerre, quoi. Oui, c'était un territoire de guerre et parce qu'ils voulaient contrôler. C'est le besoin de contrôle des flux, des mouvements, des possibilités de rejoindre les maquis, etc. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, il y a eu un certain nombre de femmes, c'est ce que moi j'ai appelé dans un ouvrage l'immigration refuge, parce qu'elles sont venues. Donc, c'est pas, des fois, c'est les hommes, leur mari qui les sollicitait, des fois, c'est les parents qui les amenaient carrément, parce que la durée de séjour qui était limitée préalablement à 1 an, 2 ans, c'est le maximum. Après, on les appelait les MGR, c'est-à-dire ceux qui sont perdus, qui ne reviendront pas de sitôt, c'est-à-dire qui ont abandonné un peu la famille et les leurs. Ils leur envoient ni mandat, ni nouvelles, etc. Mais là, il y a eu des familles assez importantes. Au moment de 1961, le nombre de familles peut être estimé à une trentaine de mille quand même, de familles. Hein, j'entends 30 000 Oui, je pense. Hein. En 1956, il y avait déjà 16 000. Et comme il y a eu du regroupement, il y a eu des naissances, il y a eu peut-être des mariages, mais bon, peu. Mais là, il y a eu des familles donc, qui ont... on leur a demandé, le FLN a demandé aux femmes de se mobiliser également et aux commerçants le jour. Donc ça a duré 17, 18, 19, 20 et ça a continué. Mais préalablement, déjà, quand il y a eu les attentats, le départ vers le pays d'origine, vers l'expulsion, hein, en d'autres termes, alors qu'ils sont français, l'expulsion était décidée avant qu'il y ait le 17 octobre 61 par M. Papon. Il a dit donc M. Papon, si on peut l'appeler monsieur. Alors, donc il avait déclaré qu'après chaque attentat, quand il y a des rafles collectives, eh ben, les gens devaient être reconduits dans leur douar, comme ça, de façon arbitraire. Et donc il a décidé. Il y avait des femmes donc... Il n'y a pas eu de victimes parmi les femmes et les enfants?
Si, je pense qu'il y a eu, moi je garde en mémoire, je ne sais pas, parce qu'il y a eu Lévy avant Einaudi, il y a eu plusieurs ouvrages et des films surtout sur le 17 octobre 61. Moi je garde en mémoire cette jeune femme que rapporte Einaudi, Fatima Béhar. Et alors, Fatima Béhar avait 15 ans. Elle avait décidé, contre la volonté de ses parents, de manifester. Elle habitait Nanterre. Et donc, ils n'ont pas voulu, d'ailleurs, ils étaient dans la discrétion et c'était tout en leur honneur de ne pas avoir voulu se mettre en avant ou dire que leur fille est morte en martyr. Pendant 4 jours, le pauvre père allait il pensait qu'elle était au collège. Il allait chercher où elle était. Au bout du 4e jour, il retrouve le cartable. Il rentre avec le cartable, on lui ramène le corps de sa fille dans la Seine. Donc, du côté de Nanterre. Il y a au moins une victime femme qu'on connaît. Ah, plusieurs. Non, La plusieurs. première victime Oui. de la rafale du Harki sur le pont de Neuilly, c'était un enfant. Oui, oui. Un enfant. Oui. Oui, oui. Non, il y a eu aussi des femmes, mais disons que c'est vrai que ce n'étaient pas les femmes qui étaient les plus exposées, parce qu'on était de façon dominante. Je dis 30 000 familles, parce que c'est une estimation. On n'a pas de chiffre absolu, oui. Même sur le nombre de morts, dans la mesure où il y a des disparus. On ne le peut pas, il n'y a pas de statistiques. Absolument. On n'a pas voulu, du côté français, faire des statistiques. Ils auraient pu les faire, oui. Parce qu'ils avaient les cartes de toute façon, il y a un contrôle. Il y avait un contrôle important de l'immigration nord-africaine en général et surtout algérienne. Oui. Donc du coup, ils pouvaient. Mais comme il y a des disparus, alors c'est toujours pareil. Les chiffres sont toujours sujets à interprétation idéologique. Alors que normalement, ce genre de population était fliqué à un point extrême. Donc ils connaissaient tout le monde. Donc ils pouvaient faire une simple soustraction, savoir qui n'était plus là. Parce qu'ils étaient très regroupés. Ils vivaient comme en micro-communauté. C'est à ce moment-là. Dans des bidonvilles et des garnis. Oui, des bidonvilles, des garnis. C'est vrai qu'il y avait une trentaine de bidonvilles autour de Paris. Oui, il y avait beaucoup de bidonvilles et la situation des bidonvilles était absolument catastrophique. Alors, il y avait des problèmes d'eau, il y avait des problèmes d'électricité, il y avait des problèmes de chauffage en hiver parce que c'était des tôles, etc. Parce qu'on ne voulait pas, de toute façon, même quand les travailleurs algériens avaient la possibilité de se payer un logement dans un immeuble privé, et bien ils s'exposaient, d'ailleurs ça a disparu en partie, mais pas totalement, au racisme. Au racisme, à la discrimination, c'est-à-dire ils refusaient. D'ailleurs, du côté de la paroisse de Saint-Séverin, ils le disent, Einaudi le rapporte, la paroisse qui s'est solidarisée avec les Algériens qui se trouvaient très nombreux dans beaucoup de mon village d'ailleurs, et de Mondouar, plutôt entre guillemets Mondouar, les Aïtes de la tribu. Du côté du 5e arrondissement, ils étaient un certain nombre, c'était assez important, mais regroupés, il y avait très très peu de femmes. Mais la paroisse Saint-Séverin s'est solidarisée avec eux. Et elle dit il faut regarder leurs conditions, etc. Et c'est une des paroissiennes qui rapporte que chaque fois qu'elle voulait demander une chambre pour quelqu'un, quand elle disait que c'était un Algérien, le propriétaire lui disait non. Mon Dieu. Voilà, donc c'est pour dire que malheureusement ce 17 octobre 1961 reste encore à être émergé dans l'histoire, à la lumière de l'histoire. Il faudrait que du côté algérien, c'est quand même pour reconnaître ce que les Algériens de France, les immigrés, hommes, femmes et enfants, ont fait pour leur pays. Le 17 octobre, c'est un symbole fort qui s'inscrit en encre de sang dans cette histoire et dans cette mémoire collective. Du côté français, moi, quand on dit repentance, à la limite, c'est mon point de vue personnel. Nous allons y arriver. Ouais, voilà. J'aimerais que nous laissions ça en dernier lieu, parce que maintenant, j'aimerais que nous parlions un peu de Papon. Ah oui, nous allons d'abord écouter ce qu'il a dit au sujet de ces événements. Sinistre personnage. C'est un très court extrait. Parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Et il l'a dit
avec une assurance de devoir accompli. Bon, alors que tout le monde est d'accord, convient que c'est de lui qu'est parti l'ordre de sévir. Du moins, entre guillemets. Hein, alors, pas sûr. lui, il a été... parce qu'il y a eu le putsch d'avril, du 21 avril 61, où chacun s'attendait à ce que les paras soient largués sur le Parlement et tout. Donc c'était la trouille généralisée, sauf chez De Gaulle, où il ne les croyait pas en mesure d'en arriver. Donc, il fait venir Papon, qui lui recommande des mesures vraiment musclées, etc. Et De Gaulle lui coupe le sifflet et lui dit Monsieur le préfet, parlez-moi de la circulation à l'intérieur de Paris, parce qu'il y avait des embouteillages. Ça veut dire que vous n'avez pas à nous donner... Il l'a remis à sa place. Oui. Voilà. Vous êtes un petit flic, occupez-vous de la circulation. Mais 6 mois après, c'était son idée qui l'a emporté avec l'appui de Roger Frey et de Michel Debré, qui était Algérie française. Michel Debré était malheureux tous les jours parce qu'il a été écarté depuis la nomination de Jox au ministre d'État chargé des affaires algériennes en novembre 60. Debré apprenait les affaires algériennes par les journaux. Il était écarté. Et De Gaulle avançait vers la négociation. Et Papon dans tout ça? Papon, il était à la disposition de Frey et de Debré. Je pense que c'est ce trio qui a imposé la répression, et De Gaulle laisse faire. Il ne les sanctionne pas parce que il avait... mais je pense que De Gaulle n'était pas... on a le témoignage de Yves Roland-Bicard, qui était l'expert économique de la délégation à Évian. Alors quand ça a buté à Lugrin sur le Sahara, De Gaulle le fait venir. Or, lui, jeune inspecteur des finances, il avait de la sympathie pour Ben Yahya, les Boualharouf, etc., les membres de la délégation. Il a adopté une partie de leur point de vue. Et De Gaulle lui dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il lui a dit, écoutez, les Algériens ne céderont jamais sur le Sahara. Et De Gaulle lui dit, vos états d'âme ne m'intéressent pas. Il passe à quelqu'un d'autre. La semaine d'après, il fait un discours où il adopte le point de vue de Roland-Bicard. De Gaulle, orgueilleux, il ne voulait pas... Il s'est rendu à l'évidence. Oui. Et donc, de Gaulle dit... Alors, quand Jox est arrivé en novembre au premier conseil des ministres, c'est Couve de Murville qui était chargé de l'accueillir, ministre des Affaires étrangères. Il l'a accueilli en ces termes. Il lui a dit, depuis 1958, nous étions 2 favorables à l'indépendance de l'Algérie, le général et moi. À partir de ce mercredi, nous sommes 3. Tous les autres étaient Algérie française. Et donc, quand il décide d'un carnage comme ça, De Gaulle dit on n'est pas à un carnage près, parce qu'il faut se souvenir que chaque vengeance contre les civils, contre les va-nu-pieds de l'Aïlen et trier les paras, était suivie du massacre de 300 à 400 civils. Et ça a continué après le retour de Gaulle. Donc, pour l'ensemble de la guerre d'Algérie, ça, c'est pas une nouveauté. Mais la nouveauté, c'est que ça a eu lieu au cœur de Paris, la capitale des droits de l'homme. La responsabilité de Papon? Écoutez, elle est immense. D'abord, la responsabilité de Papon, on peut se poser la question de savoir pourquoi cet homme qui avait donné, quand même, qui a été secrétaire général de la préfecture de Gironde, jusqu'à ce plus en plein informé, puisque c'est à ce procès-là qu'Hinaudi est venu témoigner sur les horreurs dont il avait la responsabilité pendant le 17 octobre 61. C'est quand même Papon qui avait donné les enfants juifs Vichy, sous le gouvernement de Vichy. Oui, et donc, mais Hinaudi et Stora ont été témoignés pour le 17 octobre 61. Oui, mais c'est ce que je lui dis. Qui ne joue pas pour la condamnation. Oui, je sais bien. Non, Simone Veil. Mais je n'ai pas parlé de condamnation. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Mais le témoignage d'Hinaudi à Bordeaux n'a aucun effet sur la condamnation. Mais je ne parle pas de la condamnation pour le moment. J'ai dit c'est pour ça. Ils ont été pour se faire médiatiser. Il est venu. Stora et Hinaudi ont été pour se faire médiatiser en sachant qu'il y a amnistie générale. C'est Simone Veil qui a dit, ou bien on amnistie tous les crimes commis en Algérie contre les Algériens et on amnistie les crimes commis sous les nazis, ou bien on punit pour tout.
elle qui était à Auschwitz, elle s'est étonnée de ce de poids et de mesure. Et c'est ce qui fait que l'histoire de Enodi Stora a été interprétée comme une volonté de se faire... je n'ai pas fini de parler. Alors, voilà, je n'ai pas fini. Est-ce que j'ai dit qu'Enodi était venu... Le témoignage d'Enodi à Bordeaux d'accord, est au sujet. Oui, mais je parle d'Enodi, je dis le sinistre Papon, il est venu... Non, mais oui, il est venu en complément, ce n'était pas le procès, ce n'était pas le sujet du procès. Je n'ai pas dit que c'était le sujet du procès. Je n'ai pas dit ni que le témoignage... Parce qu'il faut rappeler pour les lecteurs que Papon a été condamné en 1998 pour être le complice de la déportation des enfants juifs. Voilà, c'est surtout pour cela qu'il était jugé, c'est ça ce qu'il était jugé. Oui. Bon, eux, ils sont venus apporter un point pour montrer encore, si vous voulez, noircir encore le personnage, mais ça n'a rien à voir avec le procès dont il était l'accusé. Oui. Ça n'a rien à voir. Mais moi, la question que je me pose, comment quelqu'un qui a déjà été responsable d'actes aussi odieux dans le passé, et puis être protégé jusqu'à être le préfet de Paris. Et nommé par le chef de la résistance française. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De Gaulle. Par De Gaulle. Et De Gaulle, écoutez, il a une responsabilité dans cette histoire, même si, quel que soit l'opinion qu'on peut se faire du général. Bien sûr. On peut dire qu'il n'a peut-être pas voulu que l'on massacre de cette façon les Algériens. On peut tout dire. Mais ce qu'il y est certain, c'est que Papon n'a pas été réprimandé, n'a pas été condamné pour ces faits, n'a pas été désavoué. Or, il y a un président de la République, il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Justice. Et là, c'est inimaginable que cette tragédie, cette véritable tragédie qui se déroule effectivement en plein Paris. Et Sadek avait raison, c'est que dans le ministère, Edmond Michelet a dû partir, parce que lui, il était encore plus souple que les autres dont il a parlé. Edmond Michelet a dû partir, il était garde des Sceaux. Il n'était pas partisan des exécutions, par exemple, des condamnés, ou alors à minima, etc. Mais là, il y avait beaucoup de partisans de l'Algérie française, et il faut savoir que Roger Frey avait un passé d'Algérie française parce qu'il était ami de Jacques Soustelle, il a déjà un passé, il a suivi le général parce que bon, après, il a suivi le général jusqu'au bout, mais peut-être à contre-cœur, on ne saura jamais. Toujours est-il que lui, il minimise à l'Assemblée nationale un crime collectif de cette envergure. Et moi, qui ne sera jamais jugé. Non, qui ne sera jamais jugé. Il est sous le coup de la grâce amnistiante ou de l'amnistie instituée en tant que... Ah oui, non, mais c'est absolument incroyable. Maintenant, avec le temps, normalement, il faut savoir dédramatiser. Et c'est là où je veux poser la question, parce qu'il nous reste 3 minutes, vous allez avoir 1 minute et demie chacun. Macron souhaite que cette repentance puisse s'exprimer de façon officielle. Il l'a dit du moins. Oui, en termes explicites. C'est une bonne chose si vraiment les paroles sont suivies d'actes. Moi, je ne peux que féliciter le président de la République, mais je suis qu'un simple Vous pensez qu'il pourrait aller au bout? Écoutez, dans l'opinion publique telle que je la vois, dans les rapports de force politiques, peut-être que s'il a la volonté, s'il est déterminé, il peut aller jusqu'au bout. Mais il aura sûrement beaucoup de résistance en face. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, Jamaldine, c'est que moi, à la limite, quand on dit repentance, c'est pas forcément le mot qui convient, il a une connotation religieuse. Moi, je veux bien qu'on dise repentance, j'accepte, au contraire. Mais déjà, si on disait reconnaissance, reconnaître, la France se grandirait à reconnaître ce qu'elle a fait pendant la guerre d'Algérie et le 17 octobre en particulier. Oui, cette histoire, Hollande a pris son courage à deux mains pour dire que les Algériens ont souffert. Alors, reconnaître ça 60 ans après, ça leur fait une belle jambe, les Algériens. Hein? Non, mais le mot reconnaissance, dans la bouche de Zaharoui, moi, je le trouve très fort. On a parlé d'amnistie. Oui. L'amnistie, on a amnistié même les crimes de l'OS en Algérie, mais pas les crimes de l'OS métropole. Parce qu'il y a eu... Ah, d'accord. Bien sûr, ça, c'est une constante du système colonial. Il y a 2 poids et 2 mesures. C'est-à-dire un crime... Chez les autres, halal, chez nous, haram. Oui. Bon, le 17 octobre, c'est un crime commis ici. Oui. Et puis, pour la... Alors,
évidemment, il ne faut pas rentrer dans le jeu des socialistes. Macron, même s'il veut aller jusqu'au bout, il a quand même des socialistes qui restent attachés à la mémoire de Mitterrand, hein, et qui vont bloquer des cas de fer. Ex-ministre de l'Intérieur, qui a lui-même donné des ordres très On durs. a le 17 octobre, c'est toute la gauche qui encourage et donne des subventions du temps de Jospin à SOS Racisme pour parler du 17 octobre, accable la droite. Et les socialistes voulaient faire croire que seule la droite est criminelle. C'est pour faire oublier les crimes de Mitterrand. Et donc, on ne peut pas continuer à ce jeu de droite-gauche. C'est l'État français, sous Mitterrand, sous Guy Mollet, sous Papon. Donc, c'est l'État français dans son ensemble qui est coupable. Et bon, moi, je ne sais pas ce que va faire Macron, parce que c'est très difficile à faire des prévisions. Et nous laisserons ça en l'état de question. Non, mais notre rôle à nous, c'est d'abord d'honorer nos morts. Et de la mémoire. Arsène aurait pu prier pour nos morts ici. Dieu accepte les prières. On n'est pas obligé d'être avec les trotskistes là, du boulevard Saint-Michel. Non, ça ne fait pas. Et puis l'histoire. C'est-à-dire, il faut rendre hommage à ce militant qu'est Einaudi, mais il faut espérer qu'il y ait d'autres recherches qui approcheront le nombre de morts qui est certainement supérieur aux 300. Merci Sadr Sedlem, merci Hassan Zahraoui. Merci. Merci chez vous, chers amis. Avant de vous quitter, je vous remercie de nous avoir suivis. Il y a un hommage que nous rendons, c'est Nacera, avec les paroles de notre consoeur Nacera, que je vous demande d'écouter. يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء أنت أغلى فتى يستحق الثناء يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن أنت في الخلد أعز الخالدين سرت للتاريخ مرفوع الجبين أنت في الخلد أعز الخالدين سرت للتاريخ مرفوع الجبين يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء أنت أغلى فتى يستحق الثناء يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن